Salut, moi je m'appelle Thibaut, je suis le mec que tu viens de voir juste avant. Ouais, je sais, beau gosse, hein. Ah, ben on fait ce qu'on peut. J'ai à peu près 150 plantes, essentiellement des monstera, des bégonias, des syngoniums, des rhaphidophora, quelques plantes grasses, quelques alocasia. J'ai 30 ans à peine et je te présente dans mes vidéos l'entretien que je fais sur mes plantes, les rempotages et tutti quanti. Je te laisse découvrir ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Rejoins-nous, allez, go! Eh bien le bonjour, bien le bonsoir YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant l'engraissage foliaire comme tu as pu le lire dans le titre. Alors oui, je n'ai pas parlé d'engrais depuis le début de ma chaîne qui a 3 ans, depuis peu d'ailleurs. Et là, vu que j'ai reçu des engrais, autant en faire de 1 la promotion et de 2 d'en vanter les mérites. Pourquoi? Parce que c'est fait pour le bien-être de nos bébés et je vais t'expliquer l'importance des engrais. Alors jusqu'à présent, mes plantes en sont plus ou moins très bien sorties sans les engrais. Mais bon, toi si on te donne tout le temps que de l'eau, que de l'eau, que de l'eau, que de l'eau, au bout d'un moment, il faut manger aussi. Et bien nos bébés, c'est pareil. Alors il y en a pour lesquels ça va être très compliqué, même si la physiologie en soi permettrait que, mais c'est un feuillage assez délicat. Alors déjà pour comprendre l'intérêt de l'engraissage foliaire, il va falloir faire un tout petit peu de physiologie de la plante, d'études là-dedans. Alors je vais tout te simplifier, ne t'embête pas. Pour rappel, quand j'étais jeune, je le suis toujours, j'ai fait des études en bac pro et en BTS horticulture, ok. Et donc du coup on apprend la base de la physiologie de la plante et la physionomie aussi. Nous on va rester très basique, on va étudier le fonctionnement de la feuille. Ça va bien se passer, je suis un prof assez cool. Je vais te prendre une plante qui est très proche de moi. Un bégonia, ça fait longtemps que j'ai pas parlé des bégonias, alors tu te détends. J'aurais pu prendre n'importe quelle autre plante. Les plantes, voilà, ont su s'adapter à notre environnement et depuis des milliards d'années qu'elles sont là, elles sont en sans cesse évolution. Pas comme nous qui restons teubés, les êtres humains. Les plantes ont développé plein de stratagèmes, notamment les fleurs, depuis pas trop de temps. Et oui, les fleurs ne datent pas du début des plantes. Non, non, non. C'est une récente évolution. Et les feuilles se sont, entre guillemets, acclimatées à leur milieu d'origine. Notamment la grosseur, la forme, la couleur, etc. Mais elles sont, je dis bien quasiment toutes, elles ont quasiment toutes le même fonctionnement. Je dis bien quasiment. Si tu es quelqu'un de très scientifique et que tu trouves que je dis de la merde, n'hésite pas à le marquer en commentaire et à me corriger, s'il te plaît. Notamment, je pense à Manon qui va intervenir dans la vidéo après, vocalement parlant. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à aller la voir. Bref, la physiologie de la feuille. Une feuille, c'est composé de plusieurs éléments. Donc, tu as, prenons cette feuille-là, ok. Bon, là, tu as la tige de la plante, ok. Ici, tu as le pétiole, c'est la tige de la feuille, qui se divise après en plusieurs nervures. Tu as les nervures centrales, ok, qui sont les grosses nervures. Donc, typiquement celle-là, 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 etc. Et de ces nervures principales partent les nervures secondaires, ok. Donc, toutes celles qui sont plus petites, etc. Jusque-là, pas très compliqué. La partie verte pour ce côté-là et rouge pour ce côté-là, on appelle ça le limbe. C'est vraiment la partie verte ou colorée, là sur le revers en l'occurrence, de la feuille. Ok. Je ne sais même pas comment s'appellent les pois blancs sur le feuillage, donc on a fait abstraction. Si tu regardes à la loupe, sous toute la surface de la feuille, je dis bien sous toute la surface de la feuille, c'est pour ça qu'il faut brumiser en dessous du feuillage essentiellement, tu as des stomates. Les stomates, c'est quoi? Ben, je te mets la photo, en fait. C'est comme des bouches qui s'ouvrent et qui se ferment. Ces stomates, ils servent à quoi? Ils servent essentiellement à l'échange gazeux, mais aussi à la transpiration, etc. Et c'est par là que va rentrer l'engrais que tu vas amener en faisant l'engraissage foliaire. Je me suis pris des notes au cas où. Petit détail, les stomates représentent à peu près 1% de la feuille. Pour que l'engrais et les bénéfices des engrais soient très vite assimilables par la plante, puisqu'elle l'assimile plus rapidement par le feuillage que par les racines, parce que le temps qu'elle pompe par les racines, ben, l'engrais va monter dans la sève, etc. Alors que là, il est directement injecté dans le système. Tu vois, c'est un peu plus rapide. Mais pour que ça soit le plus bénéfique possible, il faut le faire quand les stomates sont ouverts. Et quand est-ce qu'ils sont ouverts? Soit tôt le matin, soit tard le soir.
c'est pas en plein cagnard en fait. Parce que quand il fait très très chaud, les tomates se ferment pour permettre à la plante de ne pas trop transpirer, pour garder au maximum d'eau, pour ne pas souffrir justement, pour ne pas être en déshydratation et qu'après elle commence à péricliter. On utilise des mots scientifiques ou pas ici? Rarement, mais des fois. Donc il faut le faire quand les tomates sont ouverts. Si jamais tu veux le faire le soir et qu'il fait chaud, comme en été normalement, bon là encore aujourd'hui on ne se plaint pas, avant de brumiser ton engraissage foliaire, enfin ton engrais foliaire, tu vas brumiser 10 minutes à peu près avant que tu fasses ton engraissage, comme ça ça va permettre aux tomates de bien s'ouvrir si jamais. Prends cette précaution là au cas où, parce que si tu le fais et que les tomates sont fermées, ça ne sert strictement à rien. Alors retiens ça quand même. Hein. Petit détail aussi, il ne faut pas oublier que l'engraissage foliaire, c'est un complément à l'engraissage racinaire. Rien ne t'empêche de faire de l'engraissage racinaire quand tu arroses, etc. Et après, en même temps, de faire l'engraissage foliaire. Mais tu peux faire que le foliaire ou que le racinaire ou les deux en même temps. Mais n'oublie pas que si tu fais que ça, c'est pas ouf en soi parce qu'il n'y a que 1% de stomates sur la feuille. Mais c'est 1% très important. Il me semble juste, en faisant une petite aparté, que les plantes grasses, elles ont un système, un fonctionnement un tout petit peu différent, puisque elles, leurs stomates, je crois que ça s'ouvre la nuit, il me semble. Ben, je crois que c'est ça, puisque comme ça, en fait, elles vont emmagasiner au maximum d'eau et elles vont pouvoir en garder pendant longtemps, puisque les plantes grasses sont des plantes issues de milieux désertiques ou arides, secs comme les couilles à topin. Et du coup, pour pouvoir garder un maximum d'eau, elles vont en emmagasiner au maximum la nuit, là où les températures sont censées être plus fraîches, pour pouvoir garder ça pendant longtemps. Voilà. Donc si tu veux faire de l'engraissage foliaire pour les plantes grasses, c'est la nuit. Il me semble. Digitaline, n'hésite pas à confirmer. Si, confirme. Est-ce que jusque-là tu suis? Je pense que j'ai pas été trop scientifique pour le moment, je pense que c'est accessible à tout le monde. Si tu trouves que ça manque d'explication, de précision, tu le mettras en commentaire. Qu'est-ce qu'il y a dans les engrais? Il y a en général du NPK. Azote, phosphore, potasse. Et chaque élément a bien évidemment un rôle défini. Tu as l'azote, c'est pour la croissance végétative. Donc c'est pour vraiment aider la plante à faire beaucoup de feuilles, de tiges, etc. Le phosphore, ça sert pour faire des fleurs, des fruits, pour la maturation des fleurs, quoi, le système reproducteur. Et le potassium sert essentiellement à renforcer la paroi des cellules, du coup elles seront logiquement moins sensibles aux maladies, au gel, etc., etc., etc. Mais dans les engrais, il n'y a pas que ça. Imagine, on te donne à manger, entre guillemets, que la salade, allez, oignons et tomates. Voilà. De moment, tu en auras plein et tu voudras un peu varier. Et c'est surtout pour tes besoins, parce que si tu ne manges que certains éléments, tu vas être en carence pour les autres éléments. Et c'est exactement pareil pour nos bébés. Eh oui, papa il a mis 8 ans. Donc, il y a plein d'autres éléments. Il y a le magnésium, le calcium, le fer, le zinc, le bore, le manganèse, etc. Et tout ça, bien évidemment, a des rôles précis que je ne connais pas, donc je fais la recherche de suite. En faisant des recherches rapides, le magnésium sert essentiellement à la photosynthèse. Voilà. Le calcium, je regarde sur Google, le calcium participe à la constitution des parois cellulaires des plantes en les rigidifiant. Le fer contribue au transport d'éléments importants par le biais du système circulatoire de la plante. Sans fer, une plante est incapable de produire de la chlorophylle et donc de créer de l'oxygène. Oui. On peut notamment voir ça sur les agrumes régulièrement. Enfin, je ne le vois pas forcément en magasin parce qu'on a des très bons vendeurs qui s'occupent très bien des plantes. Mais je sais que très souvent, les gens ils viennent nous voir chez eux, ils ont des feuilles jaunes, etc. Pardon, parce que la plante ne produit pas assez de chlorophylle. Parce qu'elle n'a pas eu d'engrais. Et en général, on leur dit de faire un apport de fer. Le soufre, indispensable à la synthèse des protéines, le soufre est essentiel aux besoins vitaux des plantes tout au long de leur cycle, y compris pour constituer les graines. Non, mais sous sa forme organique la plus fréquente, il est non assimilable par les plantes. Cuivre, bore, zinc, molybdène. Le cuivre joue un rôle important dans la plante au niveau de la respiration cellulaire, de la photosynthèse et de l'absorption de l'azote. Il augmente le taux de protéines et le nombre de grains par épi. Il améliore la résistance aux maladies. Culture très sensible à une carence, blé, orge, avoine. Ouais, bon, bref, je ne vais pas faire tous les éléments, mais du coup, c'est assez important quand même pour le bon fonctionnement interne de nos petits bébés. Je vais chercher un café, j'arrive. Pour faire cette vidéo, au fait, j'ai demandé à plusieurs personnes, mais j'ai aussi pris des extraits de notre très cher Jungle Eden, à savoir Sovan. D'ailleurs, Sovan, si quelqu'un t'envoie cette vidéo et que tu la regardes, déjà, coucou, j'espère que tu vas bien. Faut revenir, tu crois pas? Donc,
J'ai demandé à plein de personnes que je citerai au fur et à mesure, en espérant que n'oubliez personne. Si j'ai oublié quelqu'un, je suis désolé, ne m'en veux pas. Mets-moi en commentaire que je suis un salaud. Je comprendrai. Avec un petit lol derrière pour pas que je me vexe. Les avantages, du coup, c'est que c'est par ces 1% de stomates que l'engrais va être bien plus vite assimilable par la plante. Donc, même si c'est que 1% de la feuille, c'est par ces 1% là que la santé de la plante va être aussi mise en jeu. Tu vois, j'ai pas bégayé et tout, pas mal, hein. Pour que ce soit optimal, il ne faut pas le faire avec de l'eau brûlante ou de l'eau froide, bien évidemment. Tu le fais à de l'eau température ambiante, ce sera très bien. Et c'est en général aux alentours de 18 à 23 degrés. Au-dessus, il fait trop chaud, en dessous, oh, c'est pas le mieux. Tu vois. Donc entre 18 et 23, c'est pas mal. Donc en été, tu te lèves à 5h30 du matin, voilà. C'est mort. Et donc, pour une assimilation optimale, comme je t'ai dit, n'hésite pas à brumiser 10 minutes avant, le dessus et le dessous des feuilles. Et quand tu pulvérises le dessus, mais le dessous. Surtout le dessous, en fait. Et tu ne le fais pas quand il y a le soleil direct sur la plante. On ne sait jamais, en fonction de ton exposition, etc. Les fréquences, en général, c'est 1 à 2 fois par semaine en fonction des produits. Par exemple, oh, cette transition de dingue, oulala. Moi j'ai Hydropassion avec qui je te tanne depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs vidéos, qui m'avait envoyé du coup un pack pour tester leurs produits. On est actuellement le 8 juillet et donc j'ai reçu le pack aux alentours de mon anniversaire, à savoir aux alentours du 22 juin. Donc pour le moment les effets ne sont pas encore totalement visibles, sachant que mes plantes, il y en a ça fait 8 ans, comme Spongyphyllum, qui n'ont jamais eu à qui n'ont jamais eu à manger. J'ai sous-dosé les produits pour éviter de les brûler et qu'elles se réhabituent progressivement à manger de la nourriture un peu plus complète, un peu plus saine. Enfin, à manger de la nourriture tout court en fait. Voilà, on n'a pas tortillé. Progressivement, je vais repartir sur des doses un peu plus normales. Mais avant que les premiers effets soient visibles, il faut attendre à peu près 1 à 3 semaines. Donc, concernant mes plantes, ça devrait à peu près être 1 semaine et demie, j'espère, puisque maintenant qu'elles vont recevoir de l'engrais, elles devraient exploser de suite. Je vois notamment la Monstera albovariegata qui me refait une deuxième feuille, la taille qui m'en déroule une à l'instant, des syngoniums qui poussent. Alors, est-ce que c'est grâce aux engrais ou grâce à la saison qui commence un petit peu à débugger? Je ne sais pas. Pour le moment, je suis honnête, pour le moment, je ne sais pas. On verra à la couleur de la feuille, la forme, la taille, etc. Bref, pour en revenir aux engrais foliaires, Hydropassion m'a envoyé ces deux. Extra Roots, Liquide Océan. Le liquide océan est utilisé par la plupart des gens à qui j'ai demandé s'ils faisaient de l'engraissage foliaire. Alors je sais qu'il y en a qui sont contre l'engraissage foliaire. Je te vois regarder cette vidéo, chacun son avis. Par exemple, avec le liquide océan, la recommandation c'est 1 à 2 fois par semaine. Il faut, attention, je vais mettre un son alarmant, etc. Attention à ne pas surdoser le produit. Si tu surdoses le produit, tu vas cramer tes plantes, cramer tes feuilles. C'est pas le but en fait. Donc vaut mieux sous-doser, mais ne surdose jamais au grand jamais. Sinon tu es sûr que ta plante va crever. Ou être en PLS. Genre moi après la cuite du 1er janvier, tu vois. Après ça va aussi être en fonction de ton substrat. Si ton substrat est pourri, si tu fais un engraissage régulier au niveau des racines, etc., ça aussi, ça va influer sur la cadence de tes engraissages foliaires. En fonction des produits, par exemple, le liquide océan, c'est 1 à 2 fois par semaine. Et là, en foliaire, ils disent quoi? Diluer 0,25 à 0,5 ml d'extra roots dans 1 litre d'eau à température ambiante et appliquer 1 fois par jour à l'aide d'un pulvérisateur. 1 fois par jour? Ok, mais je le fais pas celui-là encore. Ça se voit. Oh non, c'est trop chiant par contre. Hein. 1 fois par jour? Ça veut dire qu'il faut à chaque fois les enlever, pchit 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 et revenir. Oh là 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 là. Je le ferai vraiment aux plantes que j'aime. Moi, c'était la plante Max Play. Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire en priorité. Je vais bien évidemment te montrer comment faire. Alors, là, il fait quelle température? Il fait 31. Il fait 31 degrés, donc je ne vais pas le faire de suite. Je le ferai ce soir. Bon, tu le verras dans quelques secondes, toi. Petit détail aussi qui a quand même son importance. Si tu as des doutes concernant l'utilisation du produit, n'hésite pas à contacter le fournisseur. Par exemple, j'ai contacté Hydropassion sur Instagram, que je dois d'ailleurs un petit peu trop saouler, donc je m'excuse d'avance. Et il m'a bien spécifié que par exemple pour les plantes à variegation, type Monstera, Syngonium, etc., il faut vraiment utiliser un brumisateur à très fine gouttelette, parce que si tu fais des gouttes trop grosses, trop épaisses sur le feuillage, ça peut faire des taches et ça peut peut-être les brûler aussi. Donc, n'hésite pas à utiliser un spray très fin. Voilà. Et si jamais tu as des grosses gouttes, tu secoues la feuille comme ça, quoi, pour faire tomber au maximum du produit.
t'inquiète pas, les stomates qui seront normalement ouverts au moment où tu vas le faire vont absorber. Voilà. Donc, pas de panique. Moi, par exemple, au cas où, je l'ai déjà fait sur mes Monstera et le Syngonium Albo Variegata. D'ailleurs, si quelqu'un a des boutures de Chiapense Variegata, n'hésitez pas. Merci. Et j'ai pas de traces parce que j'ai utilisé un spray, le truc Action basique, hein, le pipchit blanc, tu vois, qui commence d'ailleurs à un petit peu être éclaté. Et j'ai secoué par acquis de conscience au cas où et j'ai eu aucune trace. Petite méthodologie aussi, n'hésite pas à, si tu as comme moi beaucoup de plantes, beaucoup trop de plantes, n'hésite pas à te faire un planning et de t'y tenir. Par contre, pour le coup, là, il faudra s'y tenir. Faire l'engraissage racinaire le lundi, le foliaire le mardi et le vendredi, par exemple. Je ne vais pas faire des engraissages à tous les arrosages. Déjà, comme ça, je vais garder le produit le plus longtemps possible. Je vais faire un engraissage sur 2, je pense. D'abord, je vais faire un engraissage avec le produit de la croissance végétative, le Grow Master, croissance végétative, je crois que c'est. Et le deuxième arrosage, ce sera juste un arrosage avec de l'eau, basique. Et après le troisième, ce sera avec l'engrais, le quatrième sans engrais, etc. C'est sûr que je vais me perdre au bout d'un moment. Il faudra que je me fasse une liste quand même parce que... Mais alors, et le principal, parce que j'ai pas dit les inconvénients, mais c'est vrai que les inconvénients, alors, toujours pareil, c'est le fabricant qui m'en a parlé. C'est que s'il y a une mauvaise aération, déjà de base, si les feuilles sont humides et qu'il y a une mauvaise aération, ça peut créer des maladies comme l'oïdium. Et on ne le veut pas. Clairement pas. C'est une merde sans nom, ça se propage à toutes les plantes. C'est trop chiant, notamment mes bégonias qui en ont eu il y a 2 ans. Et je les ai sauvés grâce au Rapide Total. Bref, l'inconvénient, c'est que du coup, s'il y a une mauvaise aération, l'engrais va rester longtemps sur le feuillage et ça peut les pénaliser. Donc, ce qui me conseille, c'est soit de les amener dans la salle de bain et de sprayer le dessous des feuilles, le tronc, le dessus du terreau, etc. J'ai pas envie de me faire chier à les amener dans la salle de bain, etc. Je les mets sur la bâche Jardiland, avec laquelle je me sers pour les rempotages, etc. Et en fait, je les prends une par une, je spraye, je laisse peut-être une demi-heure, 1 heure et je repose. Et après, je fais ça ainsi de suite. C'est ultra long, c'est ultra chronophage, mais c'est pour le bien de nos bébés. Genre là, ce soir, je n'ai fait qu'une partie il y a 2 jours, il va falloir que je fasse le reste. Déjà, je suis pas régulier. Je me dis que si je fais déjà 1 fois par semaine, ce sera déjà bien. Maintenant, je vais faire par rapport à ce que les gens m'ont dit. Alors, Cécile, avec qui j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, je t'invite d'ailleurs à aller la regarder et à suivre son compte Instagram et à lui envoyer des messages si tu as besoin de plantes un petit peu originales. Elle me dit, alors elle m'a pas forcément vraiment trop aidé par rapport à ce que je viens de te dire à toi, mais en gros elle m'a dit qu'elle faisait le liquide océan du coup en foliaire, en complément de l'engraissage racinaire et le fait à peu près 1 fois par semaine. J'ai demandé à notre cher ami Galliano. Alors lui, Galliano, il peut entre guillemets se permettre de le faire tous les jours, comme ce qu'il m'a énoncé. Pourquoi? Parce qu'il habite à La Réunion et qu'il y a beaucoup d'humidité. Mais par contre, en premier lieu, il m'a dit de faire surtout attention à la température et à la lumière. Donc 2 éléments dont je t'ai parlé au tout début. Il m'a dit, si tu travailles avec de l'engrais chimique dans le terreau, ça sature et ça fait des sels qui peuvent tuer la plante. Je pense que son téléphone a eu un bug. Ensuite, donc, si tu travailles en chimie, il vaut mieux faire de temps en temps du foliaire pour respecter ton sol. Après, niveau foliaire, tu as plusieurs produits, du commerce, le Phytomar, le Plant Prod, etc. Lui, il utilise les EM. Alors, je ne ferai pas de vidéo sur les EM parce que je ne fais pas d'EM. Et quand j'avais mis une story où je faisais du foliaire le soir, il m'a dit le foliaire plutôt le matin car le soir, elles vont rien absorber, je pense. Mais quand même, c'est un petit peu... Je sais que j'avais demandé à Digitaline, à qui j'ai bien précisé que si elle me disait des termes scientifiques, de me les expliquer. Je te fais écouter ces extraits, d'accord? Alors, ça dure au total 4 minutes 30. Voilà, donc au pire, je couperai les moments qui sont un peu inutiles par rapport à ce que je t'ai dit, mais bon, bref, écoute. Moi, ça va, j'espère que tu vas bien aussi. Alors, pour l'engraissage foliaire, déjà, ce qu'il faut faire, c'est le faire au moment où les stomates sont ouverts. Donc, à savoir en journée. Alors, par contre, pour un risque de cramage des feuilles, faut éviter, tant que faire se peut, le soleil direct, surtout en été, dessus. Ensuite, pour ce qui est du dosage, tu suis évidemment les doses et les fréquences préconisées par le fabricant du produit, qui connaît donc son produit.
Et donc, tu comprends bien que pour les plantes vertes et les plantes grasses, enfin les succulentes qui sont en métabolisme CAM, donc qui pour ne pas perdre de l'eau par les chaleurs ardentes de la journée, ont développé cette stratégie évolutive d'ouvrir leur stock la nuit et non pas en journée. Elles, par contre, si on fait une fertilisation aérienne, on va le faire la nuit, quand les stomates sont ouverts. Et d'ailleurs, il y a plusieurs formules. Alors moi, je ne prends pas d'organique, parce que pour moi, l'organique, ça dépend, mais ça... Je sais pas, déjà d'une, j'ai jamais testé, et pour moi, l'organique, ça a toujours besoin d'être transformé. C'est le cycle de l'azote, quoi. Et pour ça, ça a besoin des bactéries qui sont présentes dans le sol. Alors déjà, c'est pour ça que moi, tout ce qui est engrais organique pour l'hydroculture, je vois pas comment ça pourrait marcher en fait tout seul, à moins de rajouter des micro-organismes avec, auquel cas il faut encore rajouter un bordel, ça coûte une blinde. Donc pour la fertilisation foliaire, en gros, je fais qu'avec du minéral. Et je prends les sprays tout près de la marque Masso Garden qu'on trouve en jardinerie. Donc c'est du minéral, pas de l'organique, et il y en a pour chaque catégorie de plantes en fonction des besoins. Donc pour ce qui est plantes vertes, ça va être à peu près équilibré, vu qu'elles ont besoin des trois, autant d'azote que de phosphore que de potassium. Et par contre pour les cactés et plantes grasses, ou alors pour les plantes qu'on veut qu'elles fleurissent, telles que les houillas, si on veut faire une fertilisation foliaire, il faut que ce soit moins dosé en azote. Alors pour les succulentes, parce que comme dit, elles sont surtout habituées à des milieux rocailleux, donc l'azote, tu te le mets au cul et tu fais l'avion, comme on dit. J'avais oublié ça. Et les autres plantes, parce que l'azote favorise plus la croissance foliaire que le développement des fleurs. Donc pour ces plantes-là aussi, on va prendre un engrais qui est moins dosé en azote, et ça vaut tout autant si tu veux les fertiliser de façon classique, donc par arrosage du substrat, quoi, ou du moins du support dans lequel elles sont, si elles sont en hydroculture. Donc pour ça, il y a pareil, je prends de la marque Masso Garden pour tout ce qui va être l'éouya. Faudrait que je le fasse, je précise, je ne l'ai pas fait, que je prenne celui pour cactés et succulentes qui va être moins dosé en azote, et sprayer mes houillas avec pour booster leur floraison, parce que là j'ai mon houilla Mathilde Splash qui a une initiation florale depuis longtemps. Je l'arrose au plein de pro de 2020 à 0,5 g par litre, parce que c'est ce que préconise aussi le fabricant. C'est pour tout ce qui est plantes un peu plus fragiles, on utilise un petit peu moins que la dose normale qui est 1 g par litre. Bientôt fini. Mais du coup, la floraison m'est longtemps arrivée, et je me dis peut-être l'aider par une fertilisation foliaire avec l'engrais Masso Garden en foliaire, là, un petit spray, et c'est plutôt économique. Moi, je trouve c'est 7 €. Moi, la bouteille, elle me fait plus d'un an, vu que j'ai pas non plus, outre mesure, trop de plantes à fertiliser, quoi. Avec, voilà. Tout simplement. Tout simplement, bien sûr, c'est très simple. En gros, grosso modo, elle utilise un engrais de chez Masso Garden. Si quelqu'un de Masso Garden veut m'aider à m'envoyer des produits gratuitement, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Parce qu'apparemment, ils font de l'engrais spécial cacté, spécial Oya, spécial plantes d'intérieur, etc. Donc, j'espère que ça t'aura un petit peu éclairé. On passe de suite à la mise en pratique. Tout simplement, quoi. Pas très compliqué, promis, c'est pas très compliqué. C'est un petit peu contraignant parce qu'il faut bouger la plante, etc. À moins que tu n'aies pas beaucoup de plantes. Voilà. Si je ne t'ai pas dit un des principaux inconvénients de l'engraissage foliaire, c'est que le liquide océan, par contre, avec lequel tu peux coupler les deux ensemble. Voilà. En fait, c'est un produit qui tâche. Alors,
Cécile du compte Black Garden l'utilise et elle m'a dit que ça ne tachait pas. Et ça faisait des mois et des mois qu'elle l'utilise. Il m'a dit, le fournisseur, par précaution, le faire dans la salle de bain et après tu rinces la baignoire ou la douche, que sais-je, pour éviter qu'il y ait un dépôt. Moi, d'après ce que j'ai pu voir, donc je le mets, tu sais, à côté des fusains, là, des jardinières, là où je mets les stories Instagram en fait. Et des fois, quand je brumise, je ne fais pas forcément attention de voir si c'est sur les jardinières que je brumise, enfin, ou s'il y a les jardinières derrière ou le salon de jardin. Il doit s'en prendre un peu. Pour le moment, j'ai pas eu de tâche. Alors, il y a eu le plein soleil dessus, etc. Pour le moment, j'ai pas eu de problème. Alors, je verrai avec le temps si je brumise comme ça ou pas, ou si je continue à les sortir et après les remettre, etc. Ou si un jour j'en aurai plein la pastèque et je brumiserai directement sur le support là où elles sont. Mais le seul inconvénient, c'est qu'en fait, vu que c'est un mur en crépi là où elles sont, j'ai pas envie que le crépi il pourrisse ou il tombe ou autre, tu vois. Parce que là, après, sinon, ça va la grosse merde. Hein. Déjà, quand il va y avoir le ravalement de façade, s'il y en a un, il va falloir que toutes ces beautés là, à l'intérieur. Ah, mais là, c'est la merde. Là, par contre, je vais pas rigoler. Et mon mec, il va péter un câble. Bref, dans tous les cas, on passe de suite à la mise en pratique. Voilà. Je te préviens, dans la séquence suivante, je ne parle pas puisque mon copain était à côté au téléphone. Donc je mime. Alors je sais très bien que j'aurai pas un Oscar, ce n'est pas le but, mais ne me jugez pas trop fort, s'il vous plaît. Dans un premier temps, pour pulvériser, tu prends un vapeau. Bon, attends 2 secondes, là je vais d'abord vider le vapeau actuel. Ne batte pas mon boule comme ça. Arrête. Oh. C'est vrai que j'ai un petit boule quand même. Bon, du coup, vu que je l'ai vidé, je l'ai rempli. Et là, il fait 1 litre. Donc là, je l'ouvre et je vais mettre le liquide océan. Et bien évidemment, la pipette pour pouvoir mesurer. Ça sent toujours délicieusement bon. Mais d'abord, avant de l'utiliser, ne jamais oublier de se recoiffer et de secouer le produit. Très important. Et maintenant, je peux l'utiliser. Je ne galère pas trop à l'ouvrir, c'est pas garanti. Donc la préconisation, c'est 2 ml pour 1 litre. Et moi, j'ai 1 litre. Mais au cas où, je vais faire 1,5 ml. Je galère. Ah ben ça se voit, hein. Derrière moi, tu vois la Monstera qui bouge, c'est normal, c'est parce qu'il y a la clim. Et là, c'est bon. 1,5 ml, je dilue. On peut voir que l'eau se teinte progressivement de marron. Attention. Très important, avant de commencer ta brumisation, enfin ton engraissage foliaire, n'oublie pas de brumiser tes plantes. Déjà de 1, pour ouvrir les stomates. Et de 2, pour faciliter l'entrée de l'engrais par les stomates justement. Bon là tu le vois pas, mais je suis en train de brumiser la partie en haut, donc avec les syngoniums, certaines monstera, etc. Et en fait je vais en profiter pour brumiser tout le monde, puisque comme tu le vois, la monstera qui bouge, ça veut dire qu'il y a la clim qui souffle un petit peu dessus. Donc pour limiter un peu l'impact de la chaleur, même si ça sert quasiment à rien puisque ça va très vite sécher, mais au moins ça va limiter un petit peu, je brumise tout le monde, le dessus et le dessous des feuilles. Bon ben désolé, t'as mon cul en gros plan. Hein. Et maintenant, faut attendre 10 minutes. Une fois que les 10 minutes sont passées, je vais te montrer l'exemple sur n'importe quelle plante. La première qui me tombe sous la main, ou presque. Le Syngonium Three Kings. Tu vois les dernières feuilles qu'il m'a faites. Il va falloir que je lui mette un tuteur d'ailleurs, le pauvre. Donc à brumiser le dessus de la feuille, très important. Mais essentiel, le dessous de la feuille. N'oublie pas de faire les tiges ou le tronc en fonction de la plante et le dessus du substrat. Et voilà. C'est tout simple. Et tu continues sur toutes les autres plantes. J'en ai 170. Un vrai bonheur. Je crois. Je te remontre pareil sur un Rhaphidophora foraminifera. Le dessus des feuilles. Le dessous, très important. Même si c'est que 1%, c'est le pourcent qui va être crucial. La tige, tu peux même sprayer sur la sphaigne et le dessus du terreau. La bise à Denise. Et j'oubliais, pour brumiser, tu utilises un spray à gouttes fines, c'est mieux. Sinon, il peut y avoir des dépôts qui vont être trop longtemps sur la feuille et ça peut la brûler, surtout si c'est une variegata. Pour éviter ça, une pluie fine. Et si jamais tu as des grosses gouttelettes, tu secoues la plante après l'avoir brumisée. Comme ça, il n'y aura pas l'effet grosse goutte. Voilà, c'est tout. Bisous! J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager, commenter, mais surtout à t'abonner. Je te mets mon Instagram ici, c'est le même pseudo, n'hésite pas à m'envoyer des messages, j'essaierai d'y répondre. En tout cas,
merci d'avoir visionné, j'espère jusqu'au bout, et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. La bise à Denise, ciao!